touché le premier soir? Oh la pute! S'il était vraiment violent, t'avais qu'à partir et puis c'est tout. Non, mais je suis pas d'accord avec les féministes, elles sont trop extrêmes. On est les casseuses d'ambiance. On est les casseuses d'ambiance. Épisode 3. Les relations amoureuses. Bienvenue dans le podcast des casseuses d'ambiance. On est en service civique au planning familial depuis octobre 2023. On a tous moins de 26 ans. On est militantes féministes et pas que. Un jour, au détour d'une conversation, on s'est posé une question. Comment notre militantisme féministe impacte nos relations ? Parce qu'on va pas se mentir, que ce soit dans notre famille, nos relations amicales, notre intimité ou notre vie amoureuse, être féministe, ça a forcément un impact. Entre la joie d'œuvrer pour nos convictions, pour nos droits, la colère face à la violence, les injustices de notre société patriarcale, la fin de certaines relations qui nous tenaient à cœur, le début de belles adelphités, les conflits avec nos proches, les débats sans fin où personne ne s'écoute, mais où tout le monde veut ton point de vue de féministe, les propos problématiques qu'on rencontre au quotidien. Notre militantisme, ça nous fait vraiment passer par plein d'émotions, plein d'aventures, et c'est ce qu'on va vous raconter ici. Bonjour, c'est Elisa des casseuses d'ambiance et vous êtes dans l'épisode sur les relations ornimoureuses. Les relations ornimoureuses, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, un orni, c'est un objet relationnel non identifié. On n'est pas forcément tous d'accord sur le terme objet, mais en fait, c'est toutes ces relations un peu dans une zone grise où on est plus que des potes, mais où on n'est pas en couple. Et du coup, ornimoureuse, vous l'aurez compris, c'est ce grand spectre allant du date, des ornis, des relations libres, à la relation amoureuse du couple, les formes les moins classiques aux formes les plus classiques dont on connaît tous le script. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question « Comment notre féminisme impacte nos relations ornimoureuses ?» Et c'est un large sujet. Le féminisme nous invite à repenser les relations femmes-hommes, mais pas que. Parce que oui, l'intime est politique et le féminisme nous suit jusque dans nos relations intimes. Le féminisme peut donner un nouveau regard, une nouvelle conscience sur les positions genrées qu'on adopte inconsciemment et qui se calquent sur les stéréotypes. Elle met aussi des mots et visibilise les violences qu'on n'avait peut-être pas traitées comme telles. Donc dans cet épisode, on va pouvoir explorer le rapport qu'on a avec la drague, le harcèlement de rue et tout ce qui s'ensuit. Ce podcast est enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse. Merci à toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible et bienvenue chez les casseuses d'ambiance. Bonne écoute. Donc pour discuter de tout ça, on va accueillir Hadès, Lisa et Liuba. Je vais vous laisser vous présenter avec des petites précisions sur comment vous êtes devenus militante et pourquoi vous êtes au planning familial. Donc moi c'est Lisa et vous m'avez déjà entendu dans l'épisode 1 sur la famille. Moi c'est Hadès, je suis également service civique au planning familial parce que c'était important pour moi de mettre un peu à profit tout ce que j'ai pu apprendre dans le cadre de mes études et de mes convictions personnelles, histoire d'aider un petit peu les autres, de redonner à la commu, tout ça. Moi, c'est Liuba et ça fait un moment que je cherchais comment m'engager dans le milieu politique. Et du coup, quand j'ai repris mon parcours scolaire et mon parcours professionnel, je me suis dit que j'allais faire un service civique. Et je voulais quand même travailler en prévention des violences sexistes et sexuelles. Et puis, le service civique s'est présenté au planning familial, donc j'ai sauté sur l'occasion et du coup je suis arrivée là. Voilà. Super, merci beaucoup. Si ça vous va, on va commencer avec la question « Est-ce que le féminisme a changé votre manière de relationner ornimoureusement ?» Moi, le féminisme, ça m'a permis de re-questionner un peu tout ce qui est validation masculine, déjà par la prise de conscience de comment la masculinité toxique, les hommes ont une influence sur notre manière de se percevoir nous-mêmes, et comment on est là, dans nos relations hétérosexuelles, à chercher leur validation tout le temps. Et ça m'a permis de re-questionner à quel point mon attirance pour eux était réelle ou si c'était uniquement cette recherche de validation. Et le féminisme, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je suis absolument lesbienne, que je suis absolument pas attirée par les hommes. Et merci pour tout, en fait.
oui, c'est certain que le féminisme a changé ma manière de relationner ornimoureusement. Mais en fait, je m'en suis pas trop aperçue parce que j'ai été en couple pendant longtemps et j'ai été en couple avant de devenir féministe. J'étais en relation pendant plusieurs années et encore des années après être féministe entre guillemets extrémiste. Et donc, je me suis rendu compte il y a seulement 1 an et demi de ma manière d'ornimourer. Et on va dire que ça ne s'est jamais fait du coup avant mon féminisme, à part évidemment des petites phases de drague quand j'étais au collège ou au lycée. Et en fait, dans mon féminisme actuel, j'ai commencé à ornimourer quand j'étais féministe, mais je pourrais pas dire que ça a changé au fil du temps, mais évidemment ça évolue et le fait d'être féministe, ça change forcément mes relations avec les hommes cis. Et en fait, ça me rend plus exigeante, et je pense que c'est tant mieux parce qu'il y en a besoin d'être exigeante avec les hommes cis. Et donc, grâce au féminisme, je peux repérer certains schémas qui sont pas bons pour moi, qui sont toxiques, et repérer aussi, entre guillemets, les hommes avec qui j'ai envie de relationner ou pas, quoi. Moi, c'est un peu pareil que Lisa, du coup. C'est vrai qu'avant, j'ai été en couple pendant longtemps et c'est vrai que dans mon couple, je voyais pas trop où est-ce qu'il y avait la place de mon féminisme, entre guillemets, puis j'étais pas si militante que ça. Et c'est après, effectivement, quand je me suis séparée et que je suis sortie des relations de couple à plus long terme, on va dire, et que j'ai commencé à avoir des relations avec des ornis, du coup, où la question du féminisme et de ma condition en tant que femme et dans une relation avec un homme cis, qu'elle soit purement charnelle ou qu'elle soit sentimentale, c'est vrai que ça n'avait plus du tout la même dimension. Je voyais plus du tout les relations ornimoureuses de la même manière, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus d'exigences au fur et à mesure, alors qu'avant je me disais c'est juste un gars comme ça ou une meuf comme ça et puis c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, si ça dure pas dans le temps c'est pas grave et en fait avec du recul je me dis si ça a quand même de l'importance parce que à la fin de la soirée ou le lendemain au final c'est moi qui me retrouve avec moi et puis mes problèmes de conscience si j'ai relationné avec une personne en fait qui est pas du tout du même bord politique que moi ou qui a des opinions ultra problématiques et là je me remets vachement en question donc maintenant je prends plus mes précautions entre guillemets on va dire. C'est fou, cette notion d'exigence, elle revient vachement. Et c'est un mot qui peut être connoté péjorativement, mais là, au contraire, c'est pour arriver à avoir des relations qui soient plus épanouissantes et alignées avec soi. Oui, c'est pour prendre soin de soi, au final. C'est pour, effectivement, qu'on n'ait pas, après, un travail de nous, psychologique à faire aussi, en mode mince, on a relationné et pas à culpabiliser parce qu'on a relationné avec quelqu'un de problématique. Et ça permet aussi de faire les tris parce qu'il y a beaucoup d'hommes cis qui sont problématiques. Donc, d'avoir des exigences, c'est quand même quelque chose de positif, je trouve. Carrément. Et comme tu dis, une manière de se protéger, parce que je pense quand même on a envie un peu de tâter le terrain, même sur des questions qui maintenant pour nous sont un peu la base, comme le consentement, les limites du corps, etc. Et en fait on se rend vite compte qu'on n'a vraiment absolument pas tous de la même définition du consentement, que beaucoup d'hommes cis, même qui sont un peu sensibilisés un peu aux questions féministes, sont en grande majorité incapables de donner des définitions du consentement et en fait je pense que c'est là qu'il faut commencer quoi, surtout quand on est dans ce genre de relation là effectivement où l'intérêt premier c'est pas forcément de se mettre en couple ou d'être dans une relation pérenne quoi. Carrément. Ouais. Par rapport à ça, moi je sais que le féminisme ça m'a ouvert sur d'autres peut-être normes de relation. En fait je suis sortie d'une relation qui était assez toxique et où pour le coup, j'avais pas les billes, j'avais pas la lecture pour le voir sur le moment, et le féminisme, il apporte ça. Mais où du coup, je me voyais plus du tout être dans une relation engagée, parce que j'avais l'impression que c'était directement une prison et oppressant. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée aux relations libres, et même si j'ai pas statué si c'était mon modèle préféré pour relationner, j'ai kiffé apprendre plein de notions qui y sont reliées, genre
la compersion, voir tout le travail de communication qui peut être fait, le travail sur sa propre jalousie. Et je trouve que ça donne vraiment le sentiment de s'appartenir. Donc c'est vraiment les atouts que je mets dans comment le féminisme a changé ma manière de relationner. Et effectivement, il y a cette notion d'exigence aussi et de nouvelle grille de lecture de à quel point je peux prendre des charges qui sont dans le care, à quel point je peux prendre des charges qui sont amener des conversations compliquées, etc. Qu'avant, je trouvais ça juste spontané et naturel, alors que y a quelque part un petit peu de conditionnement intégré, quoi. Mais pour les relations libres, tu vois, je me dis, même si c'est quelque chose qui peut complètement ne pas correspondre à tout le monde, pour moi, c'était important, même en sachant que ça pouvait carrément ne pas être mon délire, quand j'ai pris conscience du fait que j'étais au moins pas hétéro, je me suis dit, je veux pas continuer à évoluer dans ce modèle-là de la relation exclusive majoritaire, sur laquelle je crache pas du tout dessus, parce que au final, c'est dans ça que je me retrouve le mieux. Mais du coup, je me suis retrouvée pour me prouver à moi-même que j'étais un bon militant, etc., je me suis retrouvée dans une relation hyper chaotique, polyamoureuse, et ça me convenait pas du tout. Mais dans mon cas, c'était une hyper mauvaise expérience, parce que aussi, je pense que c'était une hyper mauvaise personne. Mais je trouve ça hyper important aussi de re-questionner ses propres modèles, parce que dans beaucoup de cas, si t'as pas un minimum accès à tout ce qui est militant, tu te poses pas de questions sur ce qui te convient le mieux. Et du coup, tu te retrouves complètement enfermé dans des modèles qui sont pas les tiens, que ce soit le type de relation ou le type de personne par qui t'es attiré, tu vois. Mais en fait, même si au final, ça s'est pas bien passé, c'est pas quelque chose que je regrette. Et je suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde le fasse, parce que je sais que ça conviendra bien sûr pas à tout le monde. Mais je suis un peu reconnaissant quand même d'avoir eu l'occasion de faire ce test-là pour moi-même. Je vois ce que tu veux dire, en fait, comme tu sors de la norme, tu t'ouvres des choix de possibles. Grave. Qui n'existaient pas avant, parce que si on nous a montré qu'une seule chose, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe. Ouais, en fait, on ne nous a pas du tout donné d'autres possibilités que le schéma qu'on nous a inculqué, en fait. Et c'est ça aussi, le féminisme. Ça nous aide aussi à voir d'autres schémas, d'autres choses qui sont possibles et qui peuvent nous libérer, qui peuvent être que bénéfiques, en fait. Et c'est vrai que la question de l'exclusivité, même dans les relations ornimoureuses, dans ma tête, c'était toujours un peu la base de partir du principe qu'en fait, on était exclusif. Et en fait, très vite, je me rends compte qu'en fait, on est souvent exclusif, mais c'était aux dépens aussi d'une envie qu'on peut avoir de ne pas être exclusif aussi. Mais comme l'autre n'a pas spécifiquement envie de partager, entre grosses guillemets, en fait, on se retrouve enfermé dans ce truc-là, effectivement, qui est le truc un peu de norme. Et j'ai l'impression que y a de quoi recalibrer la norme, c'est-à-dire effectivement remettre le dialogue aussi, même au milieu des relations qu'on considère peut-être un peu moins sérieuses, ou des relations ornimoureuses, en fait, même si c'est des relations courtes ou alors des plans cul ou ce genre de choses, de pouvoir quand même instaurer un dialogue. En fait, c'est pas interdit de parler, ça n'implique pas qu'on soit un couple de dialoguer, et qu'on puisse aussi établir des règles de relation, même si c'est pas une relation de couple. Je trouve que c'est hyper important de rediscuter de cette question de l'exclusivité, parce qu'en fait, il y en a beaucoup pour qui c'est imposé ou pas imposé, et en fait, il y a peut-être des personnes qui souffrent dans ce schéma-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et de même que si on n'est pas en couple, on peut dire que l'autre personne nous manque, on peut dire que ça nous fait du bien d'être avec l'autre personne, d'avoir de la tendresse, d'avoir de l'attention. Enfin, il y a aussi tout ça, en fait. C'est possible d'être trop mignon, mignonne avec l'autre personne, même si on n'est pas amoureux, amoureuse. Enfin, c'est... Peut-être que le souci, c'est justement d'avoir ce script trop bien établi, trop bien ancré dans toutes nos représentations de on va commencer à se tourner autour, et si on se montre des signes d'affection, c'est qu'on veut le step d'après, de s'engager, d'être exclusif, d'être en couple, etc. Et si le couple va bien, on va aussi avoir un appartement, adopter un chien, enfin après ça va très très vite, quoi. Mais de remettre les bases de, en fait non, communiquer, c'est venir avoir une relation saine, et comme tu disais, Liouba, ça n'implique pas une temporalité dans la relation et une finalité.
Mais je suis carrément d'accord et ça me fait aussi ça me rappelle un truc que j'avais vu tourner sur les réseaux sociaux, je sais plus lesquels exactement, mais j'avais vu beaucoup de trucs comme ça où on s'était rendu compte que y a beaucoup de personnes en couple, surtout des hommes, mais en vrai pas que, qui seraient même pas capables d'être potes avec la personne avec qui ils sont en couple. Et pour moi, c'est primordial parce que en fait, moi, mes amis, je les place sur un maxi piédestal. Enfin, je vois pas l'intérêt d'être dans une relation amoureuse si la personne n'est pas au niveau des amitiés que je peux avoir. Et je trouve ça incroyable, mais dans le mauvais sens, de me dire qu'il y a des personnes qui sont même pas capables de considérer leur partenaire comme une personne avec qui ils pourraient avoir une vraie relation amicale. Et du coup, ça me fait aussi me questionner sur à quel point les relations, elles sont sincères et à quel point ce modèle relationnel global et majoritaire, sur quoi il se base en fait? Comment il a été établi? Parce que globalement, si c'est ça, que tu n'es même pas capable de considérer la personne avec qui tu relationnes comme ton égal, comme une personne que tu apprécierais ça réellement, pourquoi faire? Pour aller où? Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression que vraiment le fait qu'on soit plus engagé peut-être dans le féminisme ou quoi, enfin là en vous entendant parler, que du coup on passe vraiment d'un modèle où on est limite dans des relations ornimoureuses qui sont en fait des relations qu'on consomme et après une fois qu'on les a consommées on les jette et puis on passe à autre chose et en plus on les consomme mais comme un produit de fast fashion ou de fast food, enfin c'est vraiment dans l'instant T et puis on va pas chercher la qualité, on va pas chercher non plus à ce que ce soit à ce que ça nous apporte quelque chose de positif, alors que je pense que nous on a encore plus tendance du coup à aller chercher des relations plus qualitatives et plus humaines et aller chercher des liens qui sont plus humains, donc c'est-à-dire avoir quelqu'un avec qui on peut quand même parler, rigoler, échanger de la vie du quotidien sans avoir l'impression que si on parle un peu de l'intime, on est foutu quoi. Ouais, carrément. Et du coup, une autre question que j'avais pour vous, c'était est-ce qu'il y a des sujets féministes qui ont créé des difficultés ou des conflits dans vos relations amoureuses? Moi, j'ai un petit exemple. Je sais que j'avais un ex qui consommait vachement de porno, et pour le coup, je suis pas ni pour ni contre, mais c'est juste que le mainstream, je trouve que ça apporte des choses qui sont quand même super dérangeantes au niveau de la position de domination, de l'humiliation, etc. Et même si c'est vu avec du recul, je me dis, ça vient quand même conditionner les choses. Et pour le coup, je pense que c'était compliqué pour lui de se sentir comme un petit peu attaqué là-dessus, parce que j'y suis pas forcément toujours allée très pédagogiquement. Et pour le coup, ça a fait vraiment des nœuds. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai été particulièrement dans des situations de conflit vis-à-vis de ça, parce que pas que je me refuse le conflit, mais c'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai pas envie de m'investir dans du conflit. J'imagine que, en tout cas, le niveau de la relation est peut-être pas adapté à ce qu'on ait un conflit autour de ça, mais par contre, oui, il y a des moments où j'ai eu quand même des discussions importante et un peu plus lourde sur l'investissement que les hommes avec qui je pouvais relationner à ce moment-là pouvaient avoir, ou la sensibilité qu'ils pouvaient avoir aux questions féministes, parce qu'il y a vraiment des choses où j'avais l'impression des fois je lui parlais d'un truc et en fait il savait même pas de quoi je parlais et en fait tout coulait de source. C'était un peu ah bah oui malheureusement c'est comme ça, ah bah oui mais malheureusement c'est comme ça, ah bah ouais mais il y a plein de mecs qui sont et en fait je me suis dit mais ça me frustrait d'être dans un truc en face de quelqu'un qui était hyper dans la fatalité, bah c'est comme ça, on peut rien y changer. Je me dis mais en fait non, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je peux pas, moi c'était un peu impossible pour moi de continuer à relationner avec une personne qui avait l'impression qu'on pouvait rien changer et que du coup d'une certaine manière mon combat il était un peu inutile, c'est bien ma belle, continue de te débattre mais de toute façon ça va pas beaucoup bouger quoi. Donc c'est pas du conflit, mais c'est vrai qu'à ces moments-là je me dis c'est pas possible parce que j'ai envie d'être considérée un petit peu dans mon intellect quand même si c'est qu'une relation de cul si on veut, mais avoir un minimum en fait d'intérêt pour ce que je pense et mes positions quoi, ouais. Moi oui, évidemment j'ai eu des conflits avec mes ornis sur le féminisme et surtout le féminisme comme je l'entends. Mais après, des fois, juste j'ai pas l'énergie et je suis en mode ok, viens, on n'en parle pas parce que ça me saoule et j'ai la flemme et j'ai envie qu'on passe une bonne soirée. Et en fait, si ça t'intéresse vraiment, bah va voir ce compte Insta. Et moi, j'ai plus envie. J'ai plus envie de faire de l'éducation et en fait, j'ai
j'ai trop donné là-dessus et c'est pas mon rôle, c'est plus mon rôle. Et du coup, je renvoie beaucoup à des comptes Insta, en fait. Et quand ça les intéresse, parce que juste des fois, ça les intéresse pas et ils se disent, voilà, Lisa, elle est comme ça et elle changera pas et tout. Et effectivement, ils ont raison, je ne changerai pas. On délègue. Mais pour autant, j'ai envie de donner les outils, mais j'ai pas envie de faire forcément plus, quoi. Mais je trouve ça hyper compliqué quand tu as une conscience militante, d'accepter de lâcher prise parfois, parce que c'est épuisant, en fait. Genre, c'est épuisant de faire ce travail d'éducation 24 heures sur 24, surtout que, de toute façon, les oppressions, tu les vis déjà, et en plus, tu dois expliquer à d'autres personnes ce que tu vis et pourquoi tu les vis. Déjà, je trouve ça hyper violent au quotidien, comme rappel. Et ce que tu dis, Liuba, de leur réaction, de dire « Ah, mais c'est comme ça », ça prouve à quel point il n'y a aucune remise en question derrière, une maxi déresponsabilisation. Enfin, en fait, des fois, je me dis, c'est quelque chose qui m'est jamais vraiment arrivé, parce que quand j'étais dans des relations, je n'avais pas vraiment de vraie conscience politique. Enfin, bien sûr, un petit peu, parce que ça commençait et tout, mais j'étais quand même assez jeune. Et ça fait quelques années que je cherche plus du tout à avoir la moindre relation ornimoureuse, parce que ça me convient pas depuis un petit moment. Du coup, j'y ai pas été exposée. Mais en fait, je me dis, même dans une relation où tu es censé être dans ton intimité, toujours être renvoyé à ce qui t'opprime, c'est épuisant. Et même dans le cadre de relations amicales, en fait, de moi-même, je cherche même plus à créer de liens avec des hommes, même pas de manière consciente, même pas de manière volontaire, efficace, etc. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai une tolérance qui a atteint un seuil minimal, et le moindre truc qu'on va me dire où je me rends compte que la personne n'est pas apte à juste ouvrir ses oreilles et fermer sa bouche, c'est terminé pour moi, en fait. Et du coup, évidemment, ça me bloque dans beaucoup de relations amicales. Mais en fait, c'est plus mon problème. Genre, j'ai vraiment juste décidé qu'ils ont qu'à, je sais pas, avoir un cerveau et s'en servir, et que c'est pas de ma faute s'ils s'en servent pas, en fait. Est-ce que vous aussi, le féminisme, il a changé votre manière d'interagir ou relationner avec les hommes ? Ouais. je pense que globalement, enfin, je veux pas parler pour tout le monde, mais je pense quand même que globalement, c'est un peu la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que, il y aurait, comme je dis à Des, il y a une espèce de... Il y a un peu c'est un peu le paradoxe aussi du féminisme, j'ai l'impression, c'est qu'on rentre quand même dans une forme d'intolérance, alors qu'on est censé être plus toléranteux, et en fait, j'ai l'impression qu'on développe une intolérance face un peu à la connerie misogyne et sexiste. Et au-delà de la connerie misogyne et sexiste, il y a aussi absolument pas chercher à se remettre en question. Ça, c'est, je pense que c'est le pire, parce que quand on est un peu sensibilisé au féminisme, on sait que ça découle quand même d'une société patriarcale, de la manière dont on est socialisé en tant que garçon, en tant que fille, etc. Et qu'il y a beaucoup qui jouent dans l'éducation et des comportements dont on n'a pas conscience. Même dans le processus de déconstruction, c'est hyper important de le rappeler. Mais quand autour de toi, tu es dans un environnement où gravite beaucoup de militantisme, où tu as des personnes autour de toi qui te font du rappel à l'ordre quand même, et que tu n'es pas en mesure de te poser les questions et d'aller faire un minimum de travail d'éducation, c'est là que ça devient épuisant, en fait, et que, relationner avec des hommes cis, c'est devenu hyper lourd, en fait, parfois, parce que, on rentre dans un truc de pédagogie où on reprend ce rôle, en fait, que la société nous a donné, de devoir apprendre, de prendre la patience d'apprendre à des hommes cis, écoute, je vais bien t'expliquer, écoute bien tes oreilles. Et en fait, là, on se retrouve encore dans une position où, en fait, on les infantilise, ils sont pas capables d'apprendre par eux-mêmes, et nous, on est là pour leur faire l'éducation, quoi. Et on retourne dans les biais, au final, qu'on veut éviter. Par rapport à ce truc de tolérance, c'est vrai que moi, j'ai une relation qui me vient en tête avec un mec cis, où, heureusement, du coup, il est dans une démarche où il peut se remettre en question, il peut changer d'avis, etc. Donc, ça m'aide à maintenir la relation, mais il y a des petits endroits où, même si on en a parlé, où je lui ai bien exprimé ce que je pensais, que je lui ai sorti des arguments et tout, etc., c'est quand même un peu encore problématique pour moi, mais c'est très compliqué de pas... Intérieurement, ça me donne envie de dire, tu sais quoi, on n'est pas d'accord là-dessus, ça peut pas fonctionner.
en même temps, réellement, c'est quand je me concentre sur ce truc-là. Parce que quand je prends la globalité de la relation, elle me convient. Et du coup, ça m'amène à tolérer ce petit point où il y a un nœud. Mais c'est compliqué comme position, je trouve. Et peut-être aussi, ça vient aider à préciser ton degré de tolérance à ce niveau-là. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça peut mettre dans un conflit interne et que, justement, de base, j'aurais tendance à être trop radicale et de genre tège tout, alors que la globalité de la relation, elle est vraiment chouette. Moi, je pense que je suis comme toi là-dessus, dans des relations ornimoureuses, du coup. Mais par exemple, s'il s'agit d'une relation vraiment où je suis amoureuse, où c'est quelqu'un de sérieux, et voilà, là, je vais être vraiment exigeante. Et en fait, juste, non, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de... Non, c'est pas possible. Parce que j'ai pas envie. Parce qu'en fait, pour moi, une relation avec un orni, ça peut quand même... je sais pas comment m'exprimer. Mais effectivement, comme l'a dit Liuba tout à l'heure, c'est un temps, et puis des fois, ça peut changer, et des fois, ça peut s'arrêter, et c'est pas grave et tout. Mais du coup, il n'y a pas forcément besoin d'être... si, il y aurait besoin d'être exigeante, mais on peut pas forcément quand on relationne avec des hommes cis. Mais par contre, oui, effectivement, pour moi, une relation... c'est là où je vais placer plus mon exigence, c'est dans les relations vraiment très sérieuses, quoi. Mais en fait, il y a un truc qui me saoule par rapport à tout ça, par rapport au fait de devoir éduquer les personnes avec qui on relationne, etc. C'est que la responsabilité, elle retombe toujours sur les mêmes. Et qu'en plus de subir les oppressions, tu dois prendre la responsabilité de faire comprendre tes oppressions à quelqu'un, de les rendre accessibles à la personne, de jauger son niveau d'attention et d'aptitude à se remettre en question, etc., etc. Et en fait, que ce soit pour les oppressions sexistes ou n'importe quelle oppression, en fait, j'en ai un peu marre de voir que les responsabilités, elles retombent toujours sur les personnes qui vivent déjà ces situations, et que ce soit toujours aux personnes qui les subissent de se défendre et d'utiliser leur propre voix. Et du coup, évidemment que dans un monde parfait, il y aurait pas d'oppression de toute façon, mais dans un monde un peu moins parfait, on serait capable de se défendre face à des personnes qui nous écoutent, etc., etc. Mais en fait, concrètement, si jamais tu fais ça dans ta relation de couple, dans une relation hétéro surtout, c'est terminé. Genre, t'es obligé de revoir tes exigences à la baisse, sinon, à moins de tomber sur la perle rare que personne n'a jamais rencontrée, tu finis tes jours seul, et c'est absolument pas ce que je souhaite non plus aux personnes, parce que évidemment tu choisis pas par qui t'es attiré, etc., etc., parce que je pense que sinon on serait pas attiré par les hommes. Mais ouais, c'est toujours ce truc de toujours remettre les responsabilités sur les mêmes personnes, et je trouve que c'est genre un poids sur un poids, et c'est même si c'est nécessaire, faut se laisser un peu de calme, de répit, en fait. Et pour te rejoindre un peu sur ce truc de devoir expliquer les oppressions qu'on vit, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui a vachement changé dans ma manière de relationner. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais arrivée tellement dans un ras-le-bol de justement devoir expliquer c'était quoi. Moi, en tant que meuf qui a des origines asiatiques, par exemple, je sais que j'ai beaucoup été sexualisée autour de cette question-là, du fait que je sois asiatique. Et j'avais l'impression, en fait, que pour éviter de devoir expliquer ce biais-là et de devoir expliquer à quel point je suis sexualisée en tant que meuf qui est perçue comme une meuf asiatique, etc., je me sentais presque obligée de devoir relationner avec des personnes qui pouvaient sensiblement vivre des oppressions similaires. Et du coup, je ne serais pas obligée de rentrer dans un discours explicatif, en fait, de mes oppressions. Et j'avais, entre guillemets, je pensais que ça allait être un petit peu ça, qui allait me protéger. En fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout bonne tactique. Je recommande pas. Du coup, est-ce que le féminisme, ça vous a aidé à conscientiser certaines violences ou des situations problématiques ? Ouais. Carrément. Autant mes comportements problématiques dans mes relations, donc du coup c'est des remises en question, parce que le féminisme, de ce point de vue, ça m'a grave fait grandir, en fait. Pour moi, c'est aussi important de me rendre compte
de mes propres comportements toxiques, de mes propres comportements problématiques. Et donc, ça a été grandissant pour moi. Et aussi les violences des autres, en fait, notamment des hommes. Et encore plus durant mon service civique, en fait, et parce qu'on en parle quand même assez fréquemment, notamment en intervention scolaire, que j'adore faire. Et ça permet de réaliser et de mettre le curseur un petit peu, de dire là non, en fait, là j'accepte pas, et là je stoppe parce que c'est trop pour moi, et là c'est violent, et là c'est pas ok, et voilà, d'avoir aussi son propre curseur. Bah ouais, carrément, parce que moi, pour le coup, j'ai commencé à me revendiquer féministe quand je sortais d'une relation où je vivais de la violence. Et en fait, j'ai conscientisé que je vivais vraiment une situation de violence parce que je suis tombée un jour sur un post Insta d'un compte qui faisait les décomptes en fait des féminicides en France, et c'est là en fait que je me suis rendu compte que je vivais en fait de la violence, et j'ai commencé un petit peu à zoner un peu sur ces comptes-là qui relayaient de l'information féministe et de la prévention sur les VSS, etc. Et c'est là en fait que j'ai pris conscience en fait de toutes les violences que j'avais pu subir dans cette relation à ce moment-là, dans mes relations précédentes, et que j'ai commencé à voir la violence dans les relations de mes proches aussi, de mon entourage. Et oui, effectivement, comme tu disais, de voir aussi là où je pouvais être problématique à certains endroits. Et même à l'heure actuelle, j'essaye effectivement de toujours me remettre en question, en tout cas même si je suis dans le doute, de poser la question à la personne qui est en face de moi. Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Est-ce que là, je suis allée trop loin ? Ou est-ce que... on peut en discuter, il n'y a aucun souci. Et j'essaye de vraiment mettre le doigt là-dessus. Mais c'est vrai que de toute façon, le féminisme, ça ouvre les yeux sur tellement de choses. Et puis, on est sensibilisé à ça. Au travers des formations, je pense qu'on a pu suivre... et même moi, en ayant été en licence de psycho, on avait toutes des cours sur la psychopathologie de la famille, sur la construction du couple, les violences dans le couple, etc. Et là, forcément, quand tu as la tête dedans, en fait, tu te dis, mais en fait, la violence, tu peux la situer à tous les endroits. En fait, à chaque niveau de la relation, tu peux trouver de la violence, et la violence, elle peut s'installer en une fraction de seconde, en fait. On a du mal à s'en rendre compte tout de suite. Moi, j'ai commencé à prendre conscience de mon militantisme et à développer mon féminisme quand j'étais dans une relation, j'irais pas jusqu'à dire violente, mais en tout cas toxique. Dans mon cas, je fais une nuance. Je fais pas de nuance de manière générale, mais dans mon cas, je n'irais pas jusqu'à dire violente, mais elle était pas saine en tout cas. Et c'est le début de ma conscience militante qui m'a permis, pendant que j'étais dans une relation, de prendre conscience de trucs que et je faisais subir et je subissais. Et du coup, ça m'a permis un peu de mettre le stop à certains trucs tout en restant dans la relation. C'était un truc un peu bizarre où la personne avec qui j'étais se revendiquait féministe aussi, avait une conscience militante, etc., etc. Mais au final, on était quand même des personnes nulles ensemble et ça avançait pas. Et une fois que je suis sortie de cette relation-là, j'ai fait genre 1000 pas en arrière en me disant c'est bon, c'est ce que j'ai vécu, c'était ok, etc., etc. Et après, j'ai eu un regain de militantisme et ça fait que avancer avec le temps, bien sûr, et tant mieux. Mais du coup, maintenant, ça m'aide aussi à... Déjà, moi, ça m'a fait re-questionner énormément de mes comportements, et maintenant, même dans mes relations amicales, je suis beaucoup plus dans le... je suis beaucoup plus attentif aux personnes autour de moi et à faire attention à ce que les gens aillent bien et tout, bien sûr. Mais aussi, j'ai un peu cette vision sur les relations des autres qu'eux n'ont pas parce qu'ils sont en train de les vivre, et c'est normal. Et du coup, je me retrouve dans un entre-deux un peu bizarre où je me rends compte, bien sûr, de ce que les personnes vivent, mais il faut que je l'exprime d'une manière qui ne soit pas trop violente pour les personnes. Et du coup,
c'est un peu compliqué, surtout en travaillant dans un lieu où on côtoie ce genre de situation quotidiennement. Et du coup, moi, je pensais que justement, ça allait me désensibiliser. Et au final, non, c'est de pire en pire de mon côté. Où c'est chaque fois de plus en plus dur d'être confronté à des situations difficiles et de voir les personnes, des fois, prendre conscience de ce qu'elles vivent sous tes yeux. Et du coup, c'est vrai que devoir recommencer à être dans des situations comme ça, dans mes situations amicales, tout le temps ne jamais sortir de ce schéma-là, c'est un peu mentalement compliqué, c'est vrai. Mais je me dis comment je peux servir de relais à des amis et à des personnes qui en ont besoin. Et pour moi, c'est le plus important. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser au fait que moi aussi, je pense que ça m'a aidé à conscientiser plein de choses, à avoir des nouvelles lunettes pour voir les violences telles qu'elles sont, parce que globalement, quand on nous représente les relations amoureuses, ornimoureuses dans les fictions et tout, etc., c'est quand même vraiment pas toujours ça. Hein. C'est en grande majorité très malsain. Voilà, on est d'accord. Et dans ce lien avec les amis, c'est très compliqué de à la fois pouvoir être soutien en leur montrant là où il y a des choses violentes et problématiques et de pas y aller avec tout son militantisme parce qu'on a quitté le boulot et que toute notre patience et notre douceur, on l'a employée pour les gens qu'on a vus dans notre boulot. Et en même temps, si tu rentres dans quelqu'un qui vit ça avec ton militantisme, tu vas pas lui faire du bien et c'est pas ce que tu recherches auprès de tes relations amicales, quoi. Mais je trouve ça super dur à aborder avec les amis et tout. Et tu vois, des fois, du coup, je relâche trop cette pression dans le cadre du travail. Et du coup, j'arrive avec mes gros sabots en disant non, il est nul. Mais en fait, du coup, c'est contre-productif parce que la personne, après, ose plus venir se confier parce qu'elle sait que je vais critiquer son mec. Et je critique son mec parce que c'est un minable. Mais en même temps, il faut que je le fasse d'une manière plus productive. Et c'est vrai que doser dans des cas comme ça, c'est un petit peu compliqué. Mais pour moi, le plus important, de toute façon, c'est pouvoir être présent pour les personnes que j'aime. Et j'aimerais vraiment pouvoir trouver cet équilibre-là entre mon irritation personnelle et ce que la personne a besoin de recevoir sur le moment. Mais en même temps, j'ai peur de trop adoucir ce que je pense et que du coup, ça conforte mes amis dans les situations qu'elles vivent. Que ça les rassure un peu. Et c'est absolument pas ce que je veux non plus. Et je trouve ça vraiment très compliqué. Et ça peut être dur en plus quand on veut être soutien et aider comme ça, de toujours avoir la limite de ne pas faire à la place d'eux et de laisser la personne faire ses propres choix, etc. Et si elle va dans des situations qui nous semblent violentes et problématiques, c'est un sacré détachement de ne pas se mettre en opposition totale. Donc c'est normal que ce soit compliqué et qu'on n'ait pas des réponses tout de suite. Je voulais aussi vous poser une question par rapport au harcèlement de rue, parce que c'est vrai que l'espace public nous sert à nous déplacer et vivre notre vie tranquillement. Pendant ce temps, il y a des hommes qui le prennent pour un terrain de chasse et se permettent de séduire de manière totalement sauvage. Donc, est-ce que vous avez déjà connu du harcèlement de rue et ou des remarques déplacées et comment vous avez réagi ? Personnellement, j'en ai vécu bien sûr en tant que personne sexisée. Je pense que c'est quelque chose malheureusement auquel on ne peut pas échapper. Mais j'en ai pas vécu tant, surtout par rapport à beaucoup de personnes de mon entourage. Par contre, j'ai été témoin de beaucoup de choses de mon entourage parce que j'étais avec ces personnes quand ces personnes ont été victimes de harcèlement de rue. Mais personnellement, quand ça m'arrive, j'ai un truc qui m'agace beaucoup, c'est que je sais pas si c'est quelque chose de survie ou de validation masculine, mais je me rends accessible, je me rends amicale. Et c'est quelque chose qui m'insupporte, dont j'ai pris de plus en plus conscience à force de prise de conscience de mon militantisme. Et en fait, ça m'agace parce que des fois, j'ai vraiment envie de m'énerver contre eux et j'en suis physiquement incapable. Et au fond, peut-être que c'est vraiment un truc de survie, de je me protège, la sécurité avant tout, etc. etc. Mais au final, je pense que c'est ce truc d'essayer de me rendre sympathique, alors que j'ai pas envie que ces personnes me trouvent sympathique. Mais il y a un peu cette dualité qui se fait dans mon cerveau où du coup ça m'agace parce que je réagis d'une manière dont j'ai pas envie de réagir. Et des fois, il faut que je sois vraiment énervée pour que j'envoie la personne loin. Surtout, en fait, il faut que ce soit pas à moi que ça arrive. Genre, il faut que ça arrive à une amie à moi pour que je m'énerve. Mais quand ça m'arrive à moi, en général, je suis genre adorable. Enfin, pourquoi faire ? C'est marrant ce que tu dis parce que... Enfin, c'est marrant. Non, mais moi aussi. Et en fait, des fois, mes réactions... Enfin,
En fait, ça fluctue. Enfin, parfois, je suis grave sous tension dans la rue, en fait. Et genre, vraiment, je croise un groupe de mecs et je transpire, je me retiens de respirer jusqu'à arriver au point B, quoi. Et des fois, je suis en mode à l'aise et tout, mais en ce moment, je suis dans la phase plutôt 1. C'est pas ouf. Et en fait, il y a 1 an et demi, j'avais vraiment peur en fait dans la rue. Et en fait, je suis sortie de plus en plus et j'avais pas envie les soirs qu'il y ait des gens qui me raccompagnent. J'avais la flemme. En plus, il y avait pas beaucoup. Et en fait, des fois, je revenais à 3h du mat sans personne. Même si des fois, il y avait des petites frayeurs, mais j'étais juste contente et fière de moi en fait. Je suis là, ouais, j'y arrive et je peux le faire seule sans qu'on me raccompagne. Et ça le fait quoi. Au final, y a personne à 3h du mat dans les rues. Enfin, ça dépend où, mais en tout cas, à Chambéry, il y avait personne. Et donc, voilà, ça fluctue pour moi, cette peur. Mais pour autant, je sais que s'il se passe quelque chose, je ne vais rien faire du tout. Je vais juste baisser les yeux et vraiment, je ne peux rien faire. Je pense que, ouais, non, c'est mort, je peux rien faire. Ma plus grosse riposte là-dessus, c'était au collège. Quand il y avait un mec qui m'a mis la main aux fesses, je lui ai mis une grosse tarte. Et en fait, tout le monde m'a fait culpabiliser en mode, mais Lisa, qu'est-ce que t'as fait et tout. Et j'étais là, mais ouais, peut-être qu'en fait, c'est pas normal ce que j'ai fait. Alors qu'en fait, si. Genre, il n'avait pas à se permettre ça. Et donc, voilà, c'était ma plus grosse riposte. Et maintenant, j'en suis incapable. Je pense que j'ai vraiment peur de tout ça. Et je pense que je pourrais pas réagir, en fait. Je pense que, ouais, ce serait vraiment, je file yeux au sol et tête baissée, et je m'en vais, quoi. Ouais, mais je me reconnais à fond dans ce que vous dites de soit du coup être vraiment dans la politesse et le sourire alors que c'est pas ce que tu ressens mais c'est la réaction réflexe ou alors le fait de vraiment pas réagir et tracer sa route. Genre depuis que je suis à Agen, ça m'est arrivé 4-5 fois de croiser des mecs qui me font genre bonjour, ça va ? Et qui tracent leur route. Dont une fois où c'était des gens en voiture qui gueulaient ça de leur fenêtre. Et moi, je l'ai pris comme des micro-agressions parce que ce n'est pas du tout voué à créer un contact humain, à créer une connexion, à créer une conversation. C'est vraiment, je te fais remarquer que je t'ai remarqué. Et à chaque fois, je me suis retrouvée comme une conne où ça s'est passé beaucoup trop vite pour dire quoi que ce soit. Et j'ai pas le réflexe de toute façon... répliquer, montrer mon mécontentement et tout. Et c'était vraiment, vraiment frustrant. Moi, personnellement, je pense que j'ai subi du harcèlement de rue hyper tôt. Je pense à 13 ans déjà, il y avait des gars qui m'interpellaient dans la rue. Bon, c'est vrai qu'à 13 ans, j'avais pas le recul nécessaire pour me rendre compte que c'était du harcèlement de rue. Déjà, le terme harcèlement de rue est que très très nouveau au final dans la terminologie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pendant longtemps, on m'avait vachement inculqué que si je me taisais et que je disais rien, j'évitais le conflit et j'évitais aussi le risque de me faire agresser par la personne qui interpelle. Et en fait, je me suis rendu compte, parfois en fermant ma gueule aussi, que les gars pouvaient être virulents, de par le fait que tu leur répondais pas non plus. Donc si tu leur réponds mal, tu peux être une grosse pute, mais si tu leur réponds pas, t'es aussi une grosse pute parce que tu les ignores. Donc au bout d'un moment, puis les années passant aussi, je me suis forgé un caractère un peu plus... je m'en bats les ovaires. Et je me suis dit, foutu pour foutu, de toute façon, si le risque est à 50-50, autant leur répondre. Donc quand je suis bien lunée, je me suis inspirée de ma sœur une fois. J'ai vu dans Paris répondre à un mec qui l'a harcelé en faisant une figure de Kung Fu Panda et en hurlant. Le mec est resté sidéré comme ça. Et au final, c'était hyper drôle pour tout le monde. Donc elle lui a cloué le bec et en même temps, c'était hyper drôle parce qu'elle l'a surpris et probablement que ce mec va s'en souvenir. Donc plutôt bon point. Donc ça, c'est les jours où je suis bien lunée, les jours où je suis mal lunée, où franchement, j'ai pas envie de tergiverser, j'ai plus aucun problème à dire bon, écoute, ferme ta gueule, quoi, fous-moi la paix. Et puis, parce que j'ai l'impression aussi que j'ai plus intégré
dans l'imaginaire collectif, le viol ou l'agression, ça se passe sur un parking la nuit, un parking sombre avec un inconnu. Une fois que tu te rends compte en fait qu'il y a plus de 90% des agressions qui se passent en fait entre personnes du même entourage, je me suis dit en fait le risque il est pas plus important dans la rue si je réponds à un inconnu que si je disais non à un de mes proches à des avances d'un proche par exemple. Donc du coup c'est plutôt là que ça a changé je pense en termes de... dans mes réactions, je me permets plus en tout cas parce qu'effectivement, je me dis, dans tous les cas, eux n'ont pas de limite. C'est même plus, c'est-à-dire que c'est même pas du harcèlement de rue. Hein. Pour eux, la plupart du temps, c'est vraiment l'espace public est public. Donc il est à tout le monde. Donc s'il est à tout le monde, j'ai le droit de faire ce que je veux. Voilà. Et est-ce que j'ai le droit... En gros, c'est la théorie du mes libertés s'arrêtent là où celles des autres commencent, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Confirmer leur présence, affirmer leur domination. C'est ça. On est là, c'est à nous. Et du coup, tout est à nous. Et non. Et complètement. Et par rapport à ça, j'en avais parlé à une personne qui propose de self-défense féministe et qui m'avait conseillé, en fait, même si t'es seule et que la situation, elle est passée, réponds. Genre, décharge-toi du truc parce que... c'est trop de tout intérioriser et d'en arriver à être dans la rue et à être en position d'insécurité et avoir peur et se renfermer et mettre plein de stratégies d'évitement en place, etc. Puis après, t'es frustrée de rien avoir dit. Moi, j'avais ce sentiment beaucoup aussi quand je disais rien pendant les longues années où j'ai rien dit. Et puis après, ça m'arrive toujours des fois d'avoir des moments où la peur, elle est plus intense et où ma sécurité est forcément plus remise en question et où je préfère me taire. Mais il y a effectivement toujours ce truc de putain, j'aurais dû le dire. J'aurais dû lui répondre un truc, j'aurais dû lui dire. Et parce que tu reprends, ça y est, là, tu sais que t'es en sécurité et donc ton cerveau, il se remet à fonctionner normalement et tu sais, bon, t'as ton cerveau assez posé pour pouvoir avoir de la répartie à ce moment-là, quoi, sinon. La prochaine fois, je le dis. Tu penses sous la douche. C'est ça. Et c'est ça qui est horrible aussi, c'est que nous, on y repense. Pour eux, c'est rien. C'est juste un moment lambda dans leur journée. Nous, on y repense. Nous, ça nous touche. Nous, limite, ça nous traumatise aussi. C'est horrible. Et c'est cool de pouvoir se dire que on a le droit de répondre, on a le droit de pas répondre, on fait comme on peut et on n'est pas seul, quoi. Ouais, c'est ça. Carrément. On arrive à la fin de cet épisode. Merci tout le monde pour... ces récits, ces témoignages et toutes ces pistes de réflexion super intéressantes. On se rend compte quand même que c'est pas toujours simple le féminisme et en même temps ça nous permet de remettre en question beaucoup de choses, notamment les normes qu'on a sur les manières de relationner, ce qui est acceptable ou pas, ce qui est attendu dans la séduction, dans la drague, dans les relations amoureuses, orniamoureuses. Et ça peut nous permettre de réinventer des manières de relationner où on se retrouve en fait connecté à notre puissance et notre liberté. Il y a le podcast et livre de Victoire Tuaillon qui en parle beaucoup, Le cœur sur la table, qui est une invitation justement à repenser les relations amoureuses et les relations femmes-hommes hors des cadres hétéronormatifs. C'est le moment de s'approprier sa propre personne et de pouvoir se rapprocher des gens qui nous correspondent beaucoup plus. Et ça, c'est chouette. Ça vient aussi créer des nouvelles lunettes, comme on vient d'en parler, par rapport aux violences sexistes et sexuelles, qui sont plutôt banalisées à la base, mais que là, on voit bien. Que ce soit du coup autour de nous, dans les relations fictives, etc., on va totalement avoir ce nouveau prisme pour voir les VSS, les violences sexistes et sexuelles, pardon. Le féminisme, ça nous aide aussi à développer notre capacité à mieux nous accepter, à mieux s'introspecter, à changer nos schémas. Et ça, c'est hyper porteur, je pense, dans toutes les relations. Mais là, comme on parle des relations amoureuses, et qu'on part quand même d'un stade où les stéréotypes nous emmènent pas vraiment à faire ça et les injonctions, c'est chouette de pouvoir le développer par ce prisme-là. Donc c'est difficile, le féminisme dans les relations amoureuses, mais finalement, ça fait aussi beaucoup de bien. Donc encore merci à vous pour votre participation. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci aussi à la Cité Audacieuse. Merci à Camille et Méry qui sont super chargés de projets jeunes. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode.